je ne sais pas si je vais pouvoir éclaircir beaucoup de choses. Simplement, peut-être que ce que je vais essayer de faire, c'est vous rappeler comment, finalement, l'analyse économique, jusqu'à aujourd'hui, traite ces questions-là, et comment, effectivement, les évolutions du numérique font qu'aujourd'hui, on a une espèce de généralisation de ce qu'on appelle en économie les biens collectifs, c'est-à-dire précisément ces biens non rivaux et dont on ne peut pas exclure de l'usage. Donc je vais revenir là-dessus, mais effectivement, dès qu'on se pose la question d'appropriation d'un point de vue économique, on se pose la question de qu'est-ce que c'est que la propriété, donc de qui est propriétaire. Donc dans le champ qui nous intéresse, de qui est l'auteur. Ce n'est pas des questions simples, hein, de savoir qui est l'auteur aujourd'hui d'une production, d'une conversation qui se diffuse sur Internet. On se pose aussi la question de quel droit le propriétaire a sur l'objet. Il n'y a pratiquement aucun objet que l'on acquiert en ayant tous les droits dessus. C'est une chimère de penser que quand on acquiert un bien, on acquiert tous les droits de propriété sur ce bien. Quand on acquiert une maison, on n'acquiert pas tous les droits de propriété sur ce bien. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et même quand on achète un paquet de spaghettis, on n'acquiert pas tous les droits de propriété, puisque on peut être condamné à utiliser de façon malsaine un paquet de spaghettis face à la misère du monde, etc. Il peut y avoir des procès qui seraient faits d'un gaspillage de denrées alimentaires. Donc de toute façon, il n'y a jamais de cas, ou très très rarement des cas, où l'acte d'achat se traduit par une appropriation complète du bien. En fait, on n'acquiert pas des biens, on acquiert des droits de propriété dans les biens. C'est ce que tu disais, hein, sur le fait qu'on acquiert en fait des pouvoirs sur les biens. Quand on achète quelque chose, on achète des pouvoirs. Alors, dans le domaine de la culture, c'est des droits de reproduction, des droits de représentation, des droits de modification éventuellement, mais on y reviendra. Donc, moi, ce que je voudrais essayer de faire ici, c'est d'abord de revenir sur les fondements économiques des droits de propriété intellectuelle. J'avais fait il y a quelques années un travail qui consistait à reprendre un petit peu tout le débat qu'il y a eu depuis la Révolution française et tout le long du XIXe siècle sur la question de la propriété intellectuelle. Et ce débat sur la propriété intellectuelle nous dit aujourd'hui pas mal de choses justement sur les questions que tu évoquais. Donc je pense que c'est assez intéressant de revenir dessus. Hein. Donc ce travail il a été consigné dans un livre qui s'appelle « La propriété intellectuelle, c'est le vol, les majorats littéraires de Proudhon et autres contributions au débat sur le droit d'auteur », où en fait j'essaye de montrer qu'il y a deux grandes conceptions des droits de propriété intellectuelle qui vont se dessiner au cours du XIXe siècle et qui trouvent des implications très concrètes aujourd'hui. Donc ça sera dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, je vais revenir sur toute une série de notions que tu as abordées, notamment la notion d'externalité, la notion alors tu ne parlais pas de biens collectifs, mais tu parlais de biens non rivaux, pour montrer qu'effectivement on est dans le domaine culturel, mais dans l'économie en général aujourd'hui, face à des défis qui sont assez énormes et sur lesquels on n'a pas beaucoup de réponses. Alors, en fait, quand on regarde l'histoire des droits de propriété intellectuelle, ce qui est très frappant, c'est que les deux grands textes, les deux grands régimes de droits de propriété intellectuelle qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire le régime du copyright américain et le régime du droit d'auteur à la française, ces deux systèmes naissent pratiquement au même moment. Ça naît en 1787 aux États-Unis avec la Constitution américaine, et ça naît en 1791 et 93 en France avec la Révolution française et les premières lois sur la propriété intellectuelle. Et lorsque on compare les fondements de ces deux grands systèmes, qui est le système du copyright d'un côté et le système du droit d'auteur à la française d'autre part, on se rend compte qu'il y a deux grandes différences qui vont être
très très débattue de façon passionnante tout au long du XIXe siècle. La première question, c'est de savoir si les droits de propriété intellectuelle, c'est des droits sur la personne, c'est-à-dire est-ce qu'on protège l'auteur, ou bien est-ce que ce sont des droits sur les choses, autrement dit, est-ce qu'on protège l'œuvre contre la copie. Et ça va être une première opposition entre le copyright et le droit d'auteur, qui va d'ailleurs se traduire concrètement par le fait que dans le droit d'auteur français, vous allez avoir un droit moral, et le droit moral, c'est bien un droit qui appartient à l'auteur et qui n'est pas associé à l'œuvre lui-même, alors que dans le système du copyright américain, il n'y a pas de droit moral. Donc ça, c'est une première opposition. Et puis il y a une deuxième opposition sur laquelle je vais davantage insister, qui est l'opposition entre l'idée d'un droit d'auteur qui est un droit de propriété, que la société va devoir défendre, au même titre qu'elle va devoir défendre une propriété, la propriété d'une maison ou la propriété d'un patrimoine financier, et la vision d'un droit d'auteur qui est en fait une convention sociale qui a pour objectif de garantir l'intérêt général de la société. Et là encore, l'opposition, en tout cas au départ, parce que les systèmes vont malheureusement converger les deux dans pas forcément les bonnes directions, les deux systèmes au départ s'opposent par rapport à ça. C'est-à-dire que dans le système français, c'est très clairement un droit de propriété, et même un droit de propriété naturel de l'auteur sur son œuvre, alors que dans le système américain, au départ, c'est un droit conventionnel, c'est-à-dire qu'on ne voit pas dans les textes américains apparaître le mot propriété dans les textes concernant le copyright, par exemple. Alors, dans le système français, ce qui est revendiqué au départ et ce qui est revendiqué dans les lois qui sont adoptées en 1791 et 1793, c'est le fait que s'il y a bien une propriété qui n'est pas contestable, c'est bien la propriété de l'auteur sur son œuvre. C'est-à-dire que dès le départ, on considère que le droit d'auteur, c'est un droit de propriété, et c'est un droit de propriété naturel de l'auteur sur son œuvre. C'est-à-dire que s'il y a un droit de propriété qui n'est pas contestable, c'est bien ce droit de propriété-là. Et donc c'est ce que dit Le Chapelier en 1791. Le Chapelier, c'est le rapporteur de la loi sur la propriété intellectuelle en 1791. Et il dit la plus sacrée, la plus inattaquable et la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage fruit de la pensée d'un écrivain. Donc il est bien, voilà, c'est bien assis sur un droit de propriété naturelle de l'auteur sur son œuvre, ce qui est repris par une des figures des économistes français du XIXe siècle, les économistes libéraux. Frédéric Bastiat, c'est le père fondateur des ultralibéraux aujourd'hui. La plupart des ultralibéraux américains, l'école du Public Choice, l'école de Chicago aux États-Unis, font référence aujourd'hui à Bastiat. Et Bastiat insiste sur la conception lockéenne de la propriété. La propriété est un système antérieur à la loi, nous dit-il. L'homme naît propriétaire, il naît déjà propriétaire de son corps, de ses organes, de sa pensée. Il va après ça être propriétaire de ses terrains, etc. Et la loi, du coup, dans cette conception-là, doit être le résultat de la propriété et non le contraire. Ce n'est pas la loi qui doit instaurer la propriété, la loi, elle doit protéger la propriété. Et le système du droit d'auteur à la française, il se fonde au départ sur cette conception-là. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où on reconnaît que l'auteur est le propriétaire naturel de son œuvre, alors le rôle de la société, le rôle des lois, c'est de garantir le mieux possible ce droit de propriété, que ce droit de propriété d'ailleurs soit dans l'intérêt ou non de l'auteur, ou dans l'intérêt ou non de la société. Alors, c'est important d'avoir ça en tête parce que ça explique toute une série de positions des sociétés d'auteurs en France aujourd'hui qui ont beaucoup de difficultés à accepter un discours qui n'est pas du registre de la propriété du piratage. C'est-à-dire que dans le système français, forcément, à partir du moment où le droit d'auteur est un droit de propriété, celui qui viole ce droit de propriété est un voleur, est un pirate. C'est les dénominations qui vont avec cette conception-là. On va voir que dans l'autre approche, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, par rapport à cette position, qui était la position un peu extrême au début du XIXe siècle, s'est assez rapidement développée en France une conception atténuée de la propriété intellectuelle, qui est assez intéressante, qui consiste à dire en gros que
l'auteur, il est un propriétaire naturel de son œuvre, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais il n'est pas le seul propriétaire, il est en fait en quelque sorte un copropriétaire, parce qu'en fait, l'auteur, pour faire son livre, pour faire ses images, il va puiser gratuitement dans le fond des idées accumulées par les hommes au cours de l'histoire. Et donc, en fait, il va y avoir une espèce d'accord entre ces deux copropriétaires qui va consister à ce que, dans un premier temps, ce soit l'auteur qui bénéficie des fruits de sa création et que, dans un deuxième temps, ce soit la société, et c'est ça qui va justifier le domaine public, par exemple. On va justifier le fait qu'au bout d'un certain temps, l'œuvre tombe dans le domaine public, donc l'œuvre devient une propriété commune, par le fait qu'en fait, il y avait deux propriétaires, et plutôt que de se partager les fruits instantanément en 50-50, par exemple, on va le partager dans le temps. Dans un premier temps, c'est l'auteur et ses ayants droit qui bénéficient des fruits de cette propriété, et dans un deuxième temps, ça va être la société. Alors c'est une conception qui est notamment développée par Victor Hugo, qui est très actif dans la discussion, dans le débat sur la propriété intellectuelle au cours du XIXe siècle. C'est une conception qui est développée aussi par Proudhon, et c'est une conception qui est également développée par le premier économiste américain un peu connu, qui s'appelle Henri Carré, qui était en fait au départ un éditeur, et qui est devenu économiste dans un deuxième temps, et qui a publié tout un livre au milieu du XIXe siècle où il dit en gros, l'auteur c'est comme un fleuriste, il cueille des fleurs dans les champs, il les assemble, donc il n'est pas propriétaire des fleurs, il va être propriétaire de l'acte d'assembler les fleurs, de l'acte de faire un bouquet, donc il va être rémunéré de ce service qui est de faire un bouquet d'idées en fait. Donc c'est ça qu'on va rémunérer, mais ce n'est pas sa propriété, la propriété des fleurs. Ça, c'est la première position, et c'est la position en gros qui fonde aujourd'hui le système français des droits d'auteur. Face à cette conception, il y a une autre conception qui se développe au même moment, au XIXe siècle, qui a inspiré le système américain, et qui est développée notamment par deux économistes français importants, qui s'appellent Jules Dupuy, et Jules Dupuy est moins connu que Léon Walras, mais Jules Dupuy, c'est l'économiste qu'on considère aujourd'hui comme le père de la théorie de la valeur en finances publiques. Donc c'est important pour nous. C'est un ingénieur des ponts et chaussées qui a beaucoup travaillé sur la question de la valeur des services publics. Il a travaillé notamment sur la question des tarifications, des ponts. Mais il y avait aussi Stuart Mill en Grande-Bretagne qui défendait cette position-là. Et eux, en fait, ils vont avoir une conception utilitariste du droit d'auteur. Ils vont dire, en gros, le droit d'auteur, c'est pas un droit de propriété, c'est une convention sociale entre, d'un côté, le couple producteur-auteur, et de l'autre côté, la société. L'intérêt de la société étant de faire en sorte que les idées, les livres, les contenus culturels se diffusent le plus largement possible, parce que ça améliore dans les périodes suivantes la capacité intellectuelle et productive de la nation. Donc il y a un intérêt collectif à ce que les idées, la connaissance se diffusent le plus rapidement possible, mais il y a aussi un intérêt collectif de la société à ce qu'il y ait des gens qui produisent des idées nouvelles, qui produisent des connaissances nouvelles. Donc il faut trouver un mode de rémunération de la création. Et le système de droit d'auteur, ça va être un système qui va essayer de concilier ces deux intérêts qui peuvent être contradictoires, l'intérêt du couple auteur-producteur de tirer des revenus de sa création et l'intérêt de la société qui est que la création, la connaissance, se diffuse le plus largement possible. Et je vous ai reproduit une phrase de Léon Walras. Alors Léon Walras, c'est le père de la science économique moderne. C'est intéressant de savoir que le premier article que publie Léon Walras en 1859, c'est un article sur la propriété intellectuelle. Ça va devenir après ça le pape de l'économie contemporaine, mais le premier article qu'il publie, c'est sur la propriété intellectuelle. Alors là, ce n'est pas tiré de son premier article de 1859, c'est tiré d'un article qu'il a publié en 1880, mais qui explique assez clairement
le problème, et on revoit le côté non-rival dont tu parlais tout à l'heure, hein. Il est assurément contraire à l'intérêt général que les choses utiles, illimitées en quantité, soient transformées en monopoles de telle sorte qu'au lieu de les avoir gratuitement, nous soyons obligés au prix de bénéfice maximum, hein. C'est le français le franco-suisse du 19e siècle. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est stupide de limiter la circulation de biens non rivaux, de biens où, en gros, parce le fait de la diffuser à quelqu'un, ce bien, n'enlève rien aux autres. Mais d'un autre côté, il est également contraire à l'intérêt général que les travailleurs intellectuels ne puissent tirer aucun parti de leur idée, car alors il est certain que la recherche des théories scientifiques, la poursuite des inventions industrielles, la composition des œuvres d'art, serait sinon tout à fait abandonnée, du moins considérablement négligée. Donc il pose les deux problèmes de la société et il dit, à ce moment-là, il faut qu'entre l'auteur ou l'inventeur d'une part et la société d'autre part, une convention, donc on n'est pas dans le droit de propriété, on est dans de la convention, intervienne en vertu de laquelle le premier faisant connaître son idée, la seconde lui accorde les moyens de l'exploiter en monopole pendant un certain temps, au bout duquel elle tombera dans le domaine public. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que finalement, le domaine public, il est mobilisé des deux côtés. Il est mobilisé dans le système français au titre de la copropriété et dans le système utilitariste, d'une certaine façon, au nom de cette convention sociale qui fait qu'il faut que l'intérêt de la société soit garanti. Alors ça, cette conception-là, on la retrouve au départ dans le fondement du copyright américain, dans la Constitution des États-Unis, article 1, section 8, clause 8 de 1787, il est signalé, le Congrès est autorisé à promouvoir le progrès de la science et des arts utiles en garantissant, pour un temps limité, aux auteurs et aux inventeurs, un droit exclusif sur leurs œuvres écrites et inventions respectives. Il n'y a pas le mot droit de propriété là-dedans, et ça va être confirmé dans un Copyright Act de 1909, où il est bien mentionné que le copyright est accordé non pas au bénéfice de l'auteur, mais au bénéfice du public, donc au bénéfice de la société. C'est un texte qui a pour objectif l'intérêt général, et donc ce texte n'a de sens que s'il est démontré que le copyright améliore l'intérêt de la société. Alors vous voyez bien que si vous êtes dans la conception du copyright, la notion de piratage prend un sens très différent que si vous êtes dans la conception d'un droit de propriété naturelle. Parce que, en gros, si vous vous rendez compte que ce dispositif social mis en place, qui est le copyright au XIXe siècle, ne fonctionne plus, ne permet plus aux auteurs de gagner leur vie et ne permet plus à la société de diffuser correctement les images ou les contenus culturels, eh bien, il faut changer de convention, il faut changer d'accord. Alors que dans le système français, où on est face à un droit de propriété naturelle, c'est beaucoup plus compliqué, parce que dès qu'on touche au droit de propriété, d'une certaine façon, on touche à la Constitution. Et donc, on va avoir beaucoup plus de difficultés à concevoir une réforme, une évolution du système de droit de propriété intellectuelle lorsque on est dans le système français plutôt que dans le système américain. Alors ça, c'était la première chose que je voulais rappeler pour montrer qu'en fait, derrière ces questions d'appropriabilité, il y a des systèmes juridiques qui renvoient à la notion de propriétaire, d'auteur, d'originalité, etc., qui ont été largement débattus. Alors maintenant, je vais venir plutôt... Peut-être juste une question sur ce que tu viens de développer. Ce qui est intéressant, c'est que tu montres que dans les deux cas, on a en fait des théories françaises au départ des deux propositions. Comment s'est effectuée la répartition ensuite? Pourquoi est-ce qu'en France, on a privilégié la propriété naturelle et pourquoi le copyright, finalement, s'est retrouvé... Est-ce qu'on a une idée Alors ça, moi, je ne suis pas un historien des idées, donc c'est difficile, et un historien tout court, donc c'est difficile de savoir pourquoi, au départ, aux États-Unis, on a privilégié une conception utilitariste de la propriété, enfin, pas de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, alors qu'en France, on a privilégié une conception plus lockéenne. Ça renvoie à l'opposition entre Bentham et Locke en matière de théorie de la propriété.
Ça, moi, je ne saurais pas te répondre. Ce qui est vrai, c'est qu'après ça, au cours du XXe siècle, les deux systèmes se sont rapprochés et les États-Unis, aujourd'hui, agissent davantage en fonction du système français qu'en fonction du système américain. C'est-à-dire qu'en gros, quand les Américains veulent protéger leurs intérêts au niveau mondial, ils essayent d'élargir les droits de propriété intellectuelle sur le vivant, sur toutes ces choses-là. Et du coup, ils s'inspirent directement du système français, oubliant les fondements initiaux du copyright, qui était l'intérêt général. On l'a bien vu à propos des problèmes avec les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, quand il y avait eu tout le procès en Afrique du Sud sur l'usage de médicaments génériques pour la trithérapie, pour lutter contre le sida. Les Américains étaient derrière les laboratoires américains en disant « on a les droits de propriété sur ces brevets, donc vous êtes hors la loi à utiliser des médicaments génériques qui viennent d'Inde. » Alors que c'est contradictoire avec les fondements du copyright tels que je vous ai mis là, qui sont de dire, mais en gros, l'important c'est l'intérêt général. Et donc il faut démontrer que les brevets sur les médicaments contribuent à l'intérêt général. Et là, notamment pour le sida en Afrique, on évite, la réponse elle arrive assez vite. Donc voilà, je ne sais pas trop. Alors sur le deuxième point, aujourd'hui concernant la question de l'appropriation au sens économique du terme, le fait que je vais m'approprier, je vais devenir propriétaire d'un bien ou d'un service culturel, il y a deux types de limites qui existent. Il y a une limite sur laquelle je n'insisterai pas, qui est une limite juridique, qui est la limite du droit moral. Une des grandes différences entre le système anglo-saxon et le système français, c'est précisément le droit moral. Le droit moral, c'est un droit qui n'est pas cessible, donc il n'est pas appropriable au sens juridique du terme. On n'a pas le droit de céder un droit moral. C'est-à-dire que si vous mettez dans un contrat de cession de droit que vous cédez en tant qu'auteur vos droits moraux à l'éditeur ou au producteur, le contrat est illégal. C'est un droit incessible. Parce qu'on considère que le droit d'auteur, c'est un droit sur la personne et que l'auteur et les héritiers de l'auteur conservent ad vitam aeternam le droit sur ce qui fait œuvre. Donc, même les héritiers, si on pouvait retracer de façon précise qui aurait aujourd'hui les droits de propriété des pièces de Molière, eh bien, des héritiers de Molière pourraient s'opposer, par exemple, à la dernière mise en scène de Luc Bondy, Tartuffe, je crois que c'est Tartuffe, ou Misanthrope, je ne sais plus, Misanthrope, où en fait il fait des coupures dans le texte. Donc au nom du droit moral incessible, alors, il pourrait s'y opposer. Alors après ça, la jurisprudence, heureusement, dit de plus en plus qu'il faut quand même que l'auteur prouve que ça lui porte préjudice. Mais voilà. Donc ça, c'est une première limite importante à l'appropriabilité, qui est un garde-fou qui est très important dans l'économie de la culture, parce que ça veut dire que dans le rapport qui existe entre l'aval de la filière et l'auteur, eh bien, l'auteur va garder un certain pouvoir sur la façon dont va être utilisée son œuvre. C'est-à-dire que le producteur qui acquiert les droits de représentation et les droits de reproduction d'une œuvre, il n'acquiert pas les droits moraux, donc il n'a pas le droit, par exemple, de transformer un film d'1h30 en un film de 30 minutes pour pouvoir le diffuser à la télévision plus facilement. Alors qu'aux États-Unis, rien ne s'oppose à ce que le détenteur des droits, donc en général le producteur qui fait signer un contrat de cession de droit à l'auteur, modifie le contenu dans des buts commerciaux. Alors, bon, là aussi, c'est une question d'histoire du droit, hein, mais comment est-ce qu'on peut expliquer le développement de cette catégorie précisément, parce que c'est un droit qui est quand même exorbitant, et en contradiction avec l'intérêt général. Donc tout ce que tu nous as expliqué, qui est au fond de dire, voilà, la propriété intellectuelle ou le copyright sont développés finalement pour favoriser l'intérêt général, ou enfin c'est au moins une dimension... Pas le droit d'auteur. Pas le droit d'auteur.
Le droit d'auteur à la française, son objectif principal, ce n'est pas l'intérêt général. La notion de copropriété introduit ce que tu nous as expliqué, c'est que voilà, il y a quand même une prise en compte des intérêts de la société. Le droit moral est en contradiction totale avec le... Pas forcément, c'est pas forcément en contradiction si c'est une manière de créer un garde-fou à la dénaturation des contenus artistiques par le système marchand. Tu vois, c'est pas l'intérêt général, c'est pas simplement la valeur économique. Et donc, si on considère que l'intérêt de la société, c'est que aujourd'hui, on puisse voir dans leur intégrité les films produits au début du XXe siècle ou les livres écrits tout au long de l'histoire, et pas un ersatz de ces œuvres produites par l'économie du secteur, on est dans l'intérêt général. Ça ne me semble pas forcément contradictoire. Alors, je vais terminer sur les limites économiques, parce que du coup, on va rebondir directement sur les questions que tu évoquais. Et donc ça, c'était le droit moral. Il avait été sanctionné par la Convention de Berne, qui est une convention qui avait été signée en 1886-83 par toute une série d'États, mais pas les États-Unis à l'époque, qui justement instaurait en quelque sorte le droit moral. Et là aussi, ça montre que les droits de propriété sont limités. Vous achetez un tableau, 140 millions de dollars. Ce tableau, en fait, vous n'en êtes pas complètement propriétaire. Vous n'avez pas le droit de le détruire, vous n'avez pas le droit de le modifier. On a une licence d'usage. En fait. Oui, voilà. Et vous n'avez même pas le droit de le reproduire sans autorisation. Donc, oui. Alors, vous pouvez, avec... On ne peut pas commercialiser la reproduction. Avec l'achat signé, faire signer à l'auteur un contrat de cession de droit, mais c'est très rarement fait. Ça veut dire qu'il lorsqu'on acquiert un objet dont on pense qu'il est complètement appropriable, qui est une œuvre d'art et qu'on est prêt à payer 140 ou 250 millions de dollars pour le tableau le plus cher du monde aujourd'hui, eh bien en fait on n'acquiert que très peu de choses. On acquiert la propriété de l'objet, mais on n'acquiert pas les droits, la majorité des droits sur l'objet. Alors, en fait, pour revenir donc à ces notions de biens rivaux que tu évoquais tout à l'heure, ce qui a beaucoup changé avec le numérique, c'est qu'un nombre croissant de biens culturels sont devenus ce qu'on appelle en économie des biens collectifs. Alors, les biens collectifs, ce n'est pas pareil que les biens publics. Les biens collectifs, ce sont des biens qui possèdent deux propriétés très singulières, qui sont la propriété non-rivalité dont tu parlais, et la deuxième propriété qui est la propriété de non-exclusion d'usage. C'est-à-dire que c'est des biens qui, dès lors qu'ils existent, sont accessibles à tout le monde sans qu'il y ait de système réellement efficace pour empêcher quelqu'un qui refuserait de payer le prix de l'utiliser. Alors c'est un concept qui a été introduit par un économiste américain qui s'appelait Paul Samuelson, parce qu'il est mort dans les années 50, qui est un des grands auteurs en économie publique, donc un notaire libéral, mais qui avait identifié un certain nombre de défaillances du marché. Tu parlais de défaillances du marché, et les deux principales défaillances du marché qu'il évoquait, c'était lorsqu'on était en présence de biens collectifs et en présence d'externalités. Donc je vais commencer par les biens collectifs, et après ça par les externalités, parce qu'on est en plein dedans en matière de biens et services culturels aujourd'hui. Donc les biens collectifs, c'est des biens qui sont non excluables et non rivaux. L'exemple qui est donné dans la littérature économique, c'est le phare de bord de mer. Un phare de bord de mer, c'est un service qui est très utile, qui a été très utile à l'économie, au commerce mondial. Et pourtant, un système marchand ne pouvait pas produire des phares parce que le propriétaire privé d'un phare n'avait aucun moyen d'obliger les bateaux qui croisaient au large de lui payer le service qu'il leur rendait en éclairant, en signalant les récifs et les bords de côte. Donc on est très concrètement, nous dit Samuelson, dans un cas de figure où on a un bien ou un service qui est éminemment utile à la société, mais que le marché ne peut pas
produire parce qu'un propriétaire privé n'a aucune garantie qu'en construisant un phare, il aura des moyens de rentabiliser son investissement en vendant le service qu'il rend aux bateaux qui croisent. Et donc, le système des phares, c'est un système qui était pris en charge par les pouvoirs publics, parce que sinon, ça n'aurait pas existé. Alors, on aurait pu imaginer des phares qui projettent de la publicité dans le ciel. On aurait pu imaginer un phare qui sollicite volontairement les armateurs. Le modèle qui a dominé, c'est le modèle de l'intervention publique. Ces trois modalités, on les retrouve très concrètement aujourd'hui à chaque fois qu'il y a une production de biens collectifs. Les biens culturels, la musique, le cinéma, de plus très bientôt le livre, sont devenus des biens collectifs aujourd'hui. À partir du moment où un producteur phonographique décide de produire un album phonographique, de fait, pratiquement dans la minute où il est diffusé, il est accessible dans le monde entier gratuitement, sans qu'on puisse efficacement mettre en place des systèmes de péage. C'est exactement la définition d'un bien collectif. C'est un bien qui, dès lors qu'il existe, est accessible gratuitement à la terre entière, avec en plus pas de problème de rivalité entre les consommateurs. Eh bien, qu'est-ce que nous dit la théorie économique par rapport à ça? Elle nous dit qu'il n'y a pas 36 000 modèles. Il y a un premier modèle qui est le modèle le modèle dont tu parlais, qui est le modèle qu'on dénomme en économie le modèle à plusieurs versants, les modèles bifaces, qui caractérisent par exemple le système télévisuel. Si on ne peut pas vendre le bien lui-même, on va vendre quelque chose associé au bien en question. C'est-à-dire qu'on va vendre un autre versant du marché. C'est comme ça que fonctionne la télévision. Ou la radio est un meilleur exemple parce que maintenant la télévision est devenue un bien privatif, on peut exclure de l'usage. Mais la radio, on ne peut pas exclure de l'usage aujourd'hui. À partir du moment où vous décidez d'émettre une émission de radio, vous n'avez pas de système technique qui vous permette efficacement d'exclure quelqu'un qui ne refuserait de payer un prix. Les trois modèles économiques qui existent pour la radio, c'est un, les modèles à plusieurs versants, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre l'émission de radio aux auditeurs, vous allez vendre les auditeurs à des annonceurs. Vous allez vendre un autre versant du marché. Une grande partie d'Internet fonctionne comme ça, Deezer, etc. fonctionne comme ça. C'est tous les modèles, à plusieurs versants qu'on va trouver, qui reposent principalement d'ailleurs sur des effets de réseau que tu évoquais un peu tout à l'heure. Ça, c'est un premier type de modèle. Il y a un deuxième type de modèle, c'est le modèle contributif. C'est de dire en gros, on va compter sur la bonne volonté des gens pour financer ce bien et ce service qui existe. Là encore, avec le numérique, ça s'est beaucoup développé. Toute cette économie, cette économie contributive spontanée, c'est pas rien dans la production de valeur aujourd'hui. Alors pas forcément une production de valeur monétaire, mais une production de valeur globale. Le modèle Wikipédia est un merveilleux exemple d'une création de valeur non monétaire qui repose sur un modèle contributif et qui permet de produire un bien collectif. Et puis le troisième modèle, c'est le modèle public. Et donc dans la radio, on va trouver ces trois modèles-là. Il y a énormément de radios associatives qui fonctionnent grâce à des dons, à des cotisations d'adhérents. Il y a des radios qui fonctionnent par des financements publics et il y a des radios qui fonctionnent par des financements d'autres versants du marché. Il y aurait un quatrième modèle qui serait d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas vraiment un bien collectif, qui est le modèle du marché de l'art. Le modèle du marché de l'art, c'est un modèle où on va essayer de vendre, on va abandonner l'idée de copie et on va revenir à la construction d'un marché où on vend l'original lui-même. Le modèle éditorial, le modèle qui est très compromis aujourd'hui, c'est le modèle du livre, le modèle du disque, où on vend une copie de l'original. À partir du moment où les copies deviennent gratuites, c'est un modèle qui bafouille aujourd'hui, qui ne fonctionne plus bien en tout cas. Une solution, c'est de revenir au modèle du marché de l'art, où là, on vend l'original lui-même. Alors, en ce moment, je suis
une recherche sur les collectionneurs d'art contemporain, et j'ai rencontré un couple de collectionneurs qui essayent de défendre le marché de la vidéo, dans l'art contemporain. Le problème de la vidéo, c'est que c'est un support qui est reproductible, dans la notion d'original est très compliqué. Donc ils sont obligés de construire toute une série de règles qui disent ben, ça c'est un original, ça c'en est pas un. Qui sont des règles conventionnelles, artificielles, mais qui permettent de faire fonctionner le marché. Dans la photographie, c'est la même chose qui s'est passée. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un marché de l'art photographique qui se diffuse, il a fallu que soient adoptées des conventions qui définissent ce que c'est qu'un vintage, qui essayent de dire qu'une œuvre d'art, c'est une œuvre qui est signée, numérotée, etc. etc. Donc, ce qui caractérise la situation aujourd'hui, c'est qu'une partie de plus en plus importante du secteur culturel, enfin des biens culturels, sont des biens collectifs qui vont de moins en moins pouvoir se vendre selon le modèle éditorial classique et qui vont se développer dans des modèles parallèles, dont le plus important économiquement est de loin le modèle à plusieurs versants, le modèle publicitaire, mais ce n'est pas forcément que de la publicité, hein, les modèles à plusieurs versants. Il peut y avoir des versants qui ne soient pas des versants publicitaires. L'autre concept qui est central dans l'économie de la culture et dans l'économie publique en général, c'est le concept d'externalité. C'est un concept qui a également été mis en avant par Samuelson dans les années 50. Et en fait, par rapport à ce que tu disais, l'externalité, c'est plus précisément un avantage ou une nuisance engendrée par l'action d'un agent sur d'autres agents économiques, avantage ou nuisance qui ne peut pas avoir de traduction marchande. C'est pour ça que dans les modèles à plusieurs faces, on n'est pas dans les externalités, parce qu'on peut vendre cet effet induit. Mais il y a toute une série de situations où, quand on agit, on produit une valeur dont une partie s'évapore ailleurs. C'est ce que j'appelle, moi, la valeur vaporeuse de la culture. Et ce qui caractérise l'économie de la culture aujourd'hui, c'est que cette part vaporeuse de la valeur ajoutée produite par les secteurs culturels est de plus en plus importante. Je vais vous prendre un exemple que j'avais entendu d'un journaliste qui s'appelle Rémi Bouton, qui est un spécialiste de musique, et qui prenait l'exemple de l'iPod de Macintosh, enfin d'Apple. Il disait en gros, un iPod, vous l'achetez, ça coûte à peu près 200 €. Il y a une enquête qui a été faite sur les propriétaires d'iPod qui dit qu'en moyenne, les propriétaires d'iPod ont acheté 20 morceaux de musique payants. Mais l'iPod est vendu comme un objet qui peut contenir 75 000 morceaux de musique sur la machine. Autrement dit, la publicité que fait Apple pour vendre son iPod, c'est de dire, grâce à mon iPod, vous allez pouvoir stocker 75 000 morceaux de musique. Mais dans la réalité, dans ces 75 000 morceaux de musique, d'après les enquêtes qui ont été faites, il y en a 20 qui ont été achetés concrètement sur iTunes. Et d'ailleurs, la plupart ont été achetés sur iTunes. Dans le modèle d'iTunes, en gros, vous avez les 2/3 du prix qui revient au couple producteur-auteur et 1/3 qui revient à Apple. Donc sur l'euro que vous payez lorsque vous achetez un morceau de musique sur iTunes, il y a 33 centimes qui va à Apple et 66 centimes qui va à l'industrie musicale. Autrement dit, nous dit Rémi Bouton, votre iPod, il a produit 220 € de valeur monétaire, 200 € de matériel plus 20 € de contenu musical. Dans ces 220 €, il y a 206 € qui reviennent à Apple, 14 € qui reviennent à l'industrie musicale, alors que l'iPod n'a comme seule utilité que d'écouter de la musique. C'est une forme de valeur vaporeuse. Les industries culturelles aujourd'hui produisent de la valeur, alors qui se diffuse sur les territoires. On parle beaucoup aujourd'hui de villes créatives, de clusters créatifs, de l'intérêt pour une ville de se spécialiser sur la création, parce que ça a des effets induits sur le territoire. Ça, c'est de la valeur vaporeuse territorialisée. Et puis, il y a la valeur vaporeuse
qui va sur Google, qui va sur Apple, qui va sur Yahoo, etc., qui est une valeur monétaire qui est dématérialisée. Le problème, c'est que le problème économique qui se pose aujourd'hui et qui rejoint ce que tu disais, c'est que sans doute on n'a jamais écouté autant de musique qu'aujourd'hui, on n'a jamais regardé autant d'images qu'aujourd'hui, et pourtant les revenus des auteurs diminuent. Pourquoi? Parce que la valeur produite par l'industrie des images, par l'industrie de la musique, s'évapore vers d'autres destinations, et c'est très bien, mais sans qu'on ait pour le moment trouvé des mécanismes efficaces pour faire retourner une partie de cette valeur dans le giron des industries culturelles. Là, je vous ai mis deux exemples, hein, donc c'est le Bilbao à Guggenheim, et puis un autre exemple de cette valeur vaporeuse, c'est à partir du travail on ne peut plus singulier de Mondrian, eh bien, cette espèce d'esthétique mondrianesque, hein, s'est diffusée, alors c'est marrant, en différentes strates, hein, ça a d'abord été la haute couture avec Yves Saint Laurent, et puis après ça, L'Oréal, et puis finalement, les maillots cyclistes de la vie claire dans les années 80. On voit comment se diffuse une espèce de valeur. Alors, le problème que ça pose, c'est... Alors, il y a deux choses qu'on peut dire en conclusion. La première chose, c'est que ce que révèlent aujourd'hui, ce qui caractérise aujourd'hui les industries culturelles, c'est-à-dire l'importance de cette valeur vaporeuse, c'est à mon sens ce qui va caractériser l'économie du XXIe siècle. Ce qui était sans doute une exception au moment où Samuelson écrit dans les années 50, va devenir de plus en plus la règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'isoler, de contenir la valeur produite dans une filière donnée. Il y a de plus en plus d'interactions, de sorte que les marchés tels qu'ils ont été conçus jusqu'à présent, qui reposaient en fait sur un rapport qui fonctionnait pas mal entre une valeur produite et une valeur ajoutée perçue. En gros, le producteur de la valeur recevait sous la forme d'un prix la valeur perçue de ce produit-là. Ce rapport qui était à la base des marchés, à mon avis, va fonctionner de moins en moins parce que de plus en plus, les externalités vont devenir le plus important par rapport au reste. C'est vrai pour la culture, mais c'est vrai aussi pour Airbus, c'est vrai aussi en ce moment pour Alcatel. Pourquoi l'État français s'est mis, alors qu'il n'a plus aucune part de capital dans Alcatel, se met à négocier en direct avec Siemens et puis General Electric, Alstom, excuse-moi, Alstom, se met à négocier directement avec General Electric et Siemens pour le transfert d'Alstom, c'est qu'en fait, Alstom génère des externalités sur les territoires, à l'économie française, etc., très importantes, et que du coup, la valeur, ce n'est pas simplement une valeur marchande. Mais ça, c'est évidemment très présent dans le secteur culturel. Et la question qui se pose, c'est que, évidemment, plus il y a d'externalités, moins les marchés fonctionnent. Ça, c'est clair. Parce que moins il y a de correspondance entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Mais à partir de là, il y a deux solutions. Il y a la solution que j'appelle la solution de la cocotte minute, qui consiste à dire, en gros, on va essayer de limiter la vapeur. C'est un peu Adopi dans sa première version. On va dire, en gros, on va essayer d'éviter les externalités. On va essayer d'éviter que la musique, que le cinéma, que la littérature soient accessibles à tout le monde dans le monde entier. Mais ça ne marche pas. L'autre solution, c'est l'alambic. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est très bien que ça s'évapore. C'est très bien que la valeur, elle se diffuse. Elle se diffuse sur le territoire, elle se diffuse sur Internet, elles permettent la circulation des idées, les conversations dont tu parlais. Mais à ce moment-là, il faut trouver un alambic qui permette de faire revenir en tout cas une partie de cette valeur dans la filière, parce que sinon, il n'y aura plus effectivement de producteurs et d'auteurs. Et donc ça, c'est la question des licences légales, les questions des taxes Google, etc., dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors là, j'ai répondu un peu en décalé par rapport à ce que tu disais, parce que finalement, toi, le cœur de ton intervention, c'est sur ces espèces
de biens hybrides qui sont en fait des biens promotionnels, clips, et qui vont se retrouver comme des lieux de conversation et d'échange massifs sur Internet. Donc je n'ai pas directement répondu, mais en même temps, les concepts que tu as utilisés, je voulais les reprendre dans une terminologie plus économique. Merci beaucoup.